la famille la plus consanguine d'Amérique. Ils vécurent comme des fantômes pendant 80 ans. Personne dans le village ne se souvenait les avoir vus marcher dans les rues, ni acheter du pain au magasin, ni jamais assister à la messe. Mais la maison était toujours là, vieillie comme un cadavre de bois, clouée sur le flanc d'une montagne poussiéreuse, avec les fenêtres fermées depuis des décennies. Pour certains, la famille n'existait plus. Pour d'autres, il valait mieux ne pas parler. Mais un matin de juin, un jeune volontaire du programme de santé communautaire frappa à la porte. Il portait des vaccins et un carnet de registre. Ce qu'il vit quand cette porte s'ouvrit, finalement, changerait sa vie pour toujours. Et celle de tous ceux qui écoutèrent l'histoire. Je suis Burgo, et ceci est Mexique interdit. Si cette histoire t'a déjà fait sentir quelque chose dans la poitrine, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Chaque semaine, je t'apporte des récits qui, bien que douloureux, doivent être racontés. Parce que le silence est aussi une forme de violence. Merci d'être ici. Le jeune homme s'appelait Romani. Il avait 27 ans. Il venait d'arriver au village d'Esaniculas du Mont, une petite communauté isolée et en retard du nord d'Oaxaca, où les chemins se perdent entre les pins et les collines fendues par la sécheresse. Personne ne lui avait parlé de cette maison. Sur la carte, elle n'apparaissait même pas. Mais un grand-père qui le vit noter des noms lui dit « Si tu veux bien clore ton registre, il manque une famille, bien que je doute qu'ils t'ouvriront. » Roman demanda pourquoi. Le grand-père baissa la voix. « Parce qu'ils ne parlent avec personne. Ils vivent là depuis avant ma naissance, toujours ensemble, toujours à l'intérieur. On dit que les enfants sont frères et sœurs, que les petits-enfants aussi. On dit beaucoup de choses. Mais personne ne monte. Par peur ou par honte. » Roman marcha 3 heures jusqu'au dernier virage du mont, où le sentier n'était plus de terre, mais de feuilles pourries et de racines tordues. La maison était au fond, faite de planches lâches, sans peinture ni numéro. Il n'y avait ni clôture, ni chien. Seule une fenêtre couverte d'un chiffon gris. Il frappa à la porte avec ses phalanges. Il attendit. Il frappa de nouveau. Il entendit des pas doux, comme d'enfants déchaussés. Puis un craquement. La porte s'ouvrit à peine de quelques centimètres. Une petite fille aux yeux tristes le regarda. Elle devait avoir environ 12 ans. Le visage rond, les yeux trop écartés, les lèvres gercées. Elle portait une chemise de nuit blanche tachée de terre. Elle ne dit rien. Roman baissa la voix, souriant avec tendresse. « Bonjour, je suis du centre de santé. Je viens juste aider. Ta maman est là ?» La petite fille baissa le regard et désigna l'intérieur. Roman sentit un frisson. L'odeur d'enfermement était dense, comme du bois humide et de l'huile rance. Quand la porte s'ouvrit un peu plus, il ne savait pas s'il devait entrer. Mais il le fit. La salle était presque vide. Seulement un matelas sans drap, 2 chaises sans pied complet et une table inclinée. Dans un coin, un vieil homme assis par terre murmurait des mots que personne ne comprenait. Son visage était creusé, avec le nez long et courbé, les yeux obscurcis par une couche blanche, la mâchoire tombante comme si l'âme s'échappait par la bouche. Il ne bougeait pas. Il répétait seulement « Ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas ». À côté de la petite fille, un jeune homme d'environ 16 ans la prenait par la main. Il avait les épaules tombantes, le regard perdu et un léger tremblement dans les doigts. Il regarda Roman avec méfiance. Le volontaire respira profondément et se présenta de nouveau. « Je ne veux pas déranger. Je suis juste venu voir comment ils vont. » Personne ne répondit. Le jeune homme lui demanda s'il venait de sa part. Roman ne comprit pas. De qui il parlait, à ce moment-là, une voix tremblante s'entendit depuis une autre pièce.
Qui nous a touchés? C'était une femme. Elle marchait avec difficulté. Quand elle apparut, Romane frissonna. Son visage était couvert par un vieux foulard, mais ses yeux reflétèrent la terreur. Elle dit que les enfants ne devaient pas parler aux étrangers. Elle dit que tout contact les rendait malades. Que depuis 1943 personne n'entrait et qu'il devait continuer ainsi. Romane ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas les forcer. Il ne pouvait pas partir comme si de rien n'était. Il leur offrit de la nourriture. Aucun n'accepta. Mais quand il sortit une petite boîte de bonbons, la petite fille s'approcha. Elle en prit un, les tint entre ses doigts comme si c'était de l'or. Ce fut la première fois qu'elle sourit. Après cela, Romane décida de revenir le lendemain. Et le suivant. Pendant la semaine, il monta seul, apportant du pain, arros, du savon. Peu à peu, les enfants commencèrent à lui parler. Ils lui racontèrent qu'ils n'étaient jamais sortis, que tout ce qu'ils savaient du monde venait de leur mère, que le vieil homme au coin était leur grand-père, leur père, et le père de leur mère aussi. Romane sentait que quelque chose dans son cœur se brisait. Chaque histoire était plus absurde et douloureuse que la précédente. Ils lui dirent celle qu'il ne savait taper pas lire, qu'il n'était jamais allé chez le médecin, qu'il croyait que s'ils sortèrent de la maison, ils deviendraient aveugles. Les autres frères moururent jeunes, avec les os courbés comme des branches. Un jour, la mère permit à Romane d'amener une infirmière. C'était une femme âgée, nommée Teresa, qui faisait des visites rurales depuis des années. Quand elle vit les enfants, elle s'agenouilla et pleura. Elle dit qu'elle avait vu la pauvreté, mais jamais un tel enfermement. Jamais des corps si fragiles dans des âmes si brisées. Teresa prit des notes discrètement. Elle dit que les traits physiques étaient compatibles avec l'endogamie prolongée. Un terme clinique pour quand les mêmes familles se reproduisent entre elles pendant des générations. Peau pâle, mâchoire de bile, yeux écartés, langage limité, coordination réduite. Et surtout, la tristesse. Une tristesse qui ne se guérissait pas avec la médecine. Quand ils essayèrent d'enregistrer la famille dans le système de santé, ils trouvèrent qu'il n'existait pas. Il n'y avait pas d'acte de naissance, ni de CURP, ni rien. Légalement, ils étaient des fantômes. Romane comprit alors le poids du titre qu'il avait entendu de la bouche d'un vieil homme du village. La famille la plus consanguine d'Amérique. Et pourtant, ils étaient toujours vivants. En silence, attendant quelque chose, ou peut-être personne. Existant seulement comme si le temps était resté piégé dans cette maison sans lumière, où le sang tournait en cercle sans jamais se mélanger. Pendant les semaines suivantes, Romane et l'infirmière Teresa alternaient pour visiter la maison. Ce n'était pas facile. Le trajet était long et solitaire. Et chaque fois qu'il montait, il sentait comme s'il s'enfonçait dans une réalité parallèle. Un endroit où le temps s'était arrêté et où les concepts de famille, de santé et d'éducation avaient été effacés depuis des décennies. Petit à petit, les enfants commencèrent à faire confiance. La fille de 12 ans s'appelait Alma, bien qu'elle n'était pas sûre de comment s'écrivait son nom. Le garçon, Matteo, disait qu'il avait 15 ans. Mais il semblait plus jeune, peut-être à cause de la dénutrition ou du manque de soleil. Les deux dormaient sur le même matelas, sous une couverture de laine épaisse qui les couvrait à peine. Ils ne parlaient jamais fort. Ils ne riaient jamais. Ils ne posaient jamais de questions sur le monde en dehors de ces murs. Un jour, Teresa apporta des livres illustrés. Elle essaya de leur lire des contes, mais Alma eut peur en voyant une image d'une ville. Elle n'avait jamais vu de voiture. Elle n'avait jamais entendu de sirène. Elle lui demanda si tout cela était réel, ou si c'était comme les rêves qu'elle avait quand elle dormait avec de la fièvre. Matteo
en revanche, regardait seulement les dessins en silence, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il avait perdu. La mère, nommée Clara, permettait les visites seulement parce que Roman lui avait promis de ne pas les dénoncer. Il lui avait dit qu'il voulait les aider, non les juger. Mais Clara ne faisait pas entièrement confiance. Clara restait dans la pénombre, écoutant depuis la cuisine, avec un foulard sur la tête et les mains tremblantes. Quand elle parlait, elle utilisait des phrases anciennes, presque bibliques. Elle disait que Dieu les punirait s'ils rompèrent le pacte de sang. Elle disait que sa grand-mère l'avait avertie qu'elle sortirait pour mourir de toute façon. Un jour, Roman lui demanda directement comment tout avait commencé. Clara baissa le regard et murmura qu'elle ne se souvenait pas exactement. Que tout remontait à sa grand-mère, qui tomba amoureuse de son cousin et fut expulsée du village. Ils dirent que c'était un péché, que son fils était né tordu. Ainsi il l'appela. Alors, ils montèrent à la montagne. Là, loin du monde, ils commencèrent à vivre sans règles étrangères. La grand-mère épousa son propre cousin, la mère avec son frère, et elle avec le fils des deux. Roman ressentit une nausée qui n'était pas seulement physique. Elle était existentielle. Une histoire pareille ne pouvait-elle pas se répéter si longtemps sans que personne ne l'arrête? Où étaient les voisins? Où était le gouvernement? Quand il demanda dans le village, les réponses furent vagues et défensives. Certains disaient que oui, ils connaissaient cette famille, mais que ce n'était pas leur affaire. D'autres assuraient que ce n'était que des commérages, qu'il n'y avait pas de preuves. Une dame âgée l'affronta directement. « Et que vas-tu faire, toi? Les sauver? Crois-tu qu'ils vont te remercier? Le mieux est de les laisser comme ils sont. Ils ne veulent pas sortir. » Mais Roman ne pouvait pas laisser ça comme ça. Chaque visite était un portrait de l'inacceptable. Un après-midi, Matteo lui montra une cicatrice dans le dos. Il dit que sa mère la lui avait faite quand il s'était approché trop de la porte, que c'était pour qu'il n'ait pas la tentation de s'échapper. Alma révéla qu'elle rêvait parfois d'autres enfants, mais elle ne savait pas s'ils étaient réels ou inventés par sa tête. Elle demanda à Teresa s'il y avait plus d'enfants dans le monde. Teresa ne put répondre sans que sa voix ne se brise. La situation était limite. Il y avait un risque médical, psychologique, légal, humain. Teresa décida d'écrire un rapport pour le secrétariat de la santé, mais elle le fit sous pseudonyme, craignant des représailles ou l'indifférence. Dans le document, elle détailla les conditions. L'endogamie visible, l'abandon, la négligence systématique, le manque total d'identité légale. Dans les quelques jours, elle reçut une réponse, cas en juridiction claire. Il fut suggéré de renvoyer au DIF local. Quand ils contactèrent le DIF de l'État, une travailleuse sociale monta avec eux à la maison. Elle ne dura pas plus de 10 minutes. En voyant la famille, en entendant les murmures répétitifs du grand-père, en percevant l'odeur d'enfermement, elle dit qu'ils avaient besoin d'une équipe spécialisée et que cela prendrait des semaines. Elle ne revint jamais. Quand Roman et Teresa décidèrent d'agir par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas attendre. Ils s'attendaient à ce que l'un des enfants meure à tout moment. Le grand-père mangeait à peine. Clara avait cessé de leur parler. Tout s'effondrait. Et pourtant, personne ne semblait disposé à intervenir. Un jour, pendant qu'Alma dormait, Teresa lui coupa les ongles, lui lava les cheveux, lui donna des vêtements propres. Alma murmura en silence. Elle dit que personne ne l'avait jamais touchée ainsi, que sa mère ne l'embrassait que lorsqu'elle était malade, et que Matteo était la seule chose qu'elle avait. Teresa la regarda avec tendresse. Elle lui demanda si elle aimerait aller à l'école. Alma ne savait pas ce que c'était. Matteo, en revanche, commença à écrire son nom sur une feuille. Avec des lettres tordues, tremblantes.
Chaque lettre lui coûtait comme cité à Pierre. Mais il y est parvenu. Comment m'attais-je? Puis il regarda Romane et lui demanda « Cela me rend-il réel ?» Romane ne put répondre. Ce jour-là, en descendant de la montagne, les deux volontaires savaient que quelque chose devait changer. Ils ne pouvaient permettre que l'histoire se répète pour une autre génération. Ils ne pouvaient permettre que cette maison continue d'être une capsule temporelle pourrie, cachée entre les arbres et les hontes. Alors, ils prirent une décision. Ils obtiendraient des preuves. Ils documenteraient tout. Autres, enregistrements, témoignages. Ils créeraient un dossier qu'aucun bureaucrate ne pourrait ignorer. Non par l'estimation, mais par des faits. Car ce qui était en jeu n'était pas seulement une famille. C'était une dette historique envers les invisibles. Mais juste quand ils étaient prêts à revenir avec des caméras et des témoins, quelque chose se produisit. La maison était vide. La porte était entr'ouverte, pendue à une charnière rouillée. Il n'y avait aucune trace d'âme, ni de Matteo, ni de Clara, ni du vol. Romane sentit que l'air dans sa poitrine se glaçait. Teresa tenta de ne pas paniquer, mais ses mains tremblaient. Ils étaient montés avec l'intention d'enregistrer l'histoire, de recueillir des preuves pour changer la situation. En revanche, ils se trouvèrent face à une maison vide, silencieuse comme un temple abandonné. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni de valise, ni de nourriture emportée. Cela ne semblait pas être là où ils l'avaient vu la dernière fois. Le matelas de l'anatidé sur le sol, l'ourson en peluche vieux dans le coin, les livres de contes fermés sur la table inclinée. Mais quelque chose était différent. L'atmosphère était encore plus lourde. C'était comme si la maison avait été inhabitée depuis de nombreuses années. La poussière semblait plus épaisse, et l'odeur plus aigre. Romane marcha lentement vers la pièce arrière. Là, il trouva une petite boîte en bois. Autre, il y avait une mèche de cheveux attachée avec du fil rouge et un papier soigneusement plié. C'était une feuille déchirée de l'un des livres que Teresa leur avait apportés. Au verso, écrit avec de grandes lettres maladroites, il était dit « Nous partons par peur. Merci de nous avoir regardés. » Teresa s'effondra sur le sol. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta juste là, le dos courbé, répétant à voix basse que ce n'était pas juste, que ça ne pouvait pas être ainsi, que personne ne disparaît comme ça. Romane, essayant de garder son calme, sortit chercher des indices. Il parcourut le sentier qui descendait de la maison, criant les noms des enfants. Rien, seulement l'écho de sa forêt rebondissant dans les arbres. Ils décidèrent de descendre immédiatement au village et d'avertir les autorités. Eux-mêmes leur feraient confiance. Aux mairies, ils leur dirent que la famille avait été vue ce même matin, chargeant des couvertures et un sac en plastique. Ariel leur demanda où ils allaient. Personne ne les arrêta. L'agent municipal dit, d'un ton indifférent, que ce n'était pas sa responsabilité. S'ils sont partis, tant mieux. Ils étaient un problème. Romane et Teresa passèrent des jours à les chercher. Ils demandèrent aux arrêts, aux terminaux d'autobus, dans de petites cliniques rurales. Ils montrèrent des dessins faits à la main des visages d'Alma et Matteo, mais personne ne les avait vus. Ils ont comme de la poussière emportés par le vent. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, Romane reçut un appel d'un hôpital de Tlaxiaco. Une petite fille avait été admise avec des symptômes de fièvre élevée, de déshydratation et de confusion. Elle n'avait pas de papier. Elle ne parlait pas. Elle répétait seulement un mot. Matteo. Romane et Teresa se rendirent immédiatement. Quand ils arrivèrent, ils virent Alma allongée sur une civière improvisée, reliée à un sérum. Ses yeux étaient ouverts, mais vides.
Elle avait les cheveux coupés de façon irrégulière et son corps montrait des signes de marche prolongée et d'exposition au froid. En voyant Romane, ses lèvres bougèrent à peine. Elle murmura qu'elle s'était perdue, que leur mère leur avait dit de se séparer si quelque chose arrivait, que Matteo avait couru vers la rivière, que le grand-père ne se réveillait plus. Teresa la serrait dans ses bras comme une fille. Matteo que cette fois, il ne la laisserait pas seule, qu'il ferait tout pour la protéger. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Alma n'existait pas pour l'État. Elle n'avait ni nom, ni âge, ni nationalité. C'était une mineure sans enregistrement, sans preuve de parenté, sans droits légaux. Pour le système, elle était invisible. Pendant des semaines, Alma fut stabilisée à l'hôpital, pendant que Romane faisait des démarches inlassablement. Avec l'aide d'une avocate amie, il réussit à initier une procédure pour lui octroyer une identité provisoire. Mais quand ils essayèrent de lui assigner une place dans un foyer, les obstacles surgirent. « C'est un cas compliqué », disait-il. « Elle a un retard cognitif, des traits génétiques non documentés, des antécédents incertains. Nous ne pouvons garantir son adaptation. » En d'autres termes, personne ne voulait s'en occuper. Pendant ce temps, Alma demandait après Matteo tous les jours. Elle disait qu'il devait être caché, que leur mère avait dit qu'elle les protégerait de l'autre côté. Teresa essayait de lui expliquer, avec délicatesse, que peut-être Matteo n'avait pas réussi à traverser la rivière, mais Alma refusait d'accepter cela. Un après-midi, elle serra fort la main de Romane et lui dit « Il m'a promis qu'il me trouverait. Il me trouve toujours. » Quand Teresa proposa quelque chose d'impensable, qu'elle amène Alma avec elle. L'adopter légalement serait une bataille. Mais comme gardienne temporaire, elle pourrait lui donner un foyer, de la nourriture et de l'affection. Romane hésita, non par méfiance, mais par peur. Et si le système échouait à nouveau, et si Alma disparaissait de nouveau? Mais il n'y avait pas d'autre option. Ainsi, après une série de démarches improvisées et avec le soutien de l'avocate, Alma fut emmenée vivre avec Teresa dans la ville d'Oaxaca. On lui attribua un nouveau nom légal, Alma del Monte. Pour la première fois, elle eut un acte de naissance, un numéro de dossier, un cahier à elle. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un mois plus tard, alors qu'il révisait les documents trouvés dans l'ancienne maison, Teresa découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Sur une vieille feuille, gardée parmi les restes d'une malle, il y avait un dessin fait par des mains enfantines. C'étaient 4 personnes se tenant par la main. À droite, une figure plus grande avait un symbole sur la poitrine, une croix. À gauche, une figure aux cheveux longs tenait une fleur. Mais au centre, un enfant sans visage avait écrit un mot en majuscule. Moi. C'était le tracé de quelqu'un qui n'a jamais su qui il était. Romane comprit alors que l'histoire d'Alma et Matteo n'était pas une exception. C'était une blessure ouverte. Un miroir de ce qui arrive quand la misère, l'abandon et l'ignorance sont hérités comme un nom de famille maudit. Quand le sang s'enferme et pourrit en lui-même. Quand les enfants grandissent en croyant qu'il n'y a pas de monde au-delà des murs de leur maison. C'est pourquoi ils décidèrent d'aller au-delà. Ils porteraient l'affaire aux médias. Ils montreraient la vérité avec respect, mais avec fermeté. Ils créeraient un documentaire. Ils exigeraient des changements dans les politiques de santé rurale, dans l'enregistrement d'identité, dans la surveillance des communautés isolées. Car si Alma a pu survivre 80 ans d'histoire familiale marquée par le silence, alors elle méritait d'être entendue. Et peut-être, juste peut-être, elle pouvait aussi trouver son frère. Pendant les premières semaines dans la maison de Teresa, Alma ne dormait pas bien. Elle se réveillait chaque nuit en pleurant, criant à voix basse le nom de Matteo,
comme si son frère pouvait l'entendre depuis quelques coins invisibles du monde. On essayait de la calmer, avec des chants doux, avec une main tiède sur le front, avec un verre de lait tiède. Mais les yeux d'Alma restaient deux miroirs troubles, où la peur ne se dissipait pas. Elle continuait de demander quand il retournerait à la montagne. Elle continuait de demander si Dieu s'était fâché parce qu'ils avaient rompu le pacte. Roman, de son côté, n'a pas cessé de chercher. Utilisant ses contacts avec des organisations communautaires, il a traqué les villages proches à Saniculada de la montagne, a parlé avec des bergers, des récolteurs de café, des transporteurs. Il a montré le dessin de Matteo, son visage silencieux, ses yeux fatigués. Certains disaient avoir vu un jeune homme ressemblant, marchant seul sur les sentiers de la Sierra Mixteca. D'autres juraient l'avoir confondu avec une âme en peine. Mais personne ne l'avait touché. Personne n'avait parlé avec lui. Un jour, Roman a reçu un appel d'un vieil homme nommé Evaristo, qui vivait dans une cabane à 3 heures de la zone où la famille avait disparu. Il disait que chaque après-midi, au coucher du soleil, passait près de son terrain un garçon maigre, avec des vêtements sales et un regard égaré. Il ne demandait jamais rien. Il s'asseyait seulement sous un arbre de mesquite et regardait l'horizon. Il ne parlait pas, ne mangeait pas, ne pleurait pas. Il existait seulement, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Roman est parti le même après-midi, accompagné d'un guide local. La marche fut dure. Ils ont traversé des zones où la végétation était dense, les sentiers étroits et les pierres glissantes. Le guide lui a demandé si vraiment tant d'efforts en valaient la peine pour un garçon perdu, qu'il n'était même pas sûr d'être réel. Roman n'a pas répondu. Il savait que ce qui était en jeu n'était pas seulement une retrouvaille, mais une rédemption. Ils sont arrivés au lieu à la nuit tombée. Et il était là. Assis sous l'arbre, le dos courbé, était Matteo. Ses cheveux étaient un hideux de poussière et de branches. Ses pieds étaient couverts de boue échos. La chemise pendait de son corps comme si on l'avait mise à un épouvantail. Mais ses yeux étaient les mêmes. Roman l'a appelé par son nom. Matteo n'a pas répondu. Il l'a seulement regardé avec méfiance, comme s'il ne savait pas s'il devait courir ou rester. Roman s'est agenouillé devant lui. Il lui a montré une photo d'Alma. Il lui a dit qu'elle l'attendait, qu'elle était vivante, qu'il était sauvé. Matteo a cligné lentement des yeux. Puis, d'une voix rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des semaines, il a murmuré « Elle a mangé ?» Roman a senti, en déglutissant. « Oui, elle mange tous les jours. Et elle dort dans un lit. Et elle a une poupée. Et une fenêtre. » Matteo a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des années, une larme a glissé sur sa joue. Le voyage de retour fut lent. Matteo ne parlait pas beaucoup. Il marchait à petits pas, comme si chaque muscle lui faisait mal. Il s'arrêtait pour observer des choses qu'il n'avait jamais vues. Un panneau de signalisation, un sac plastique déplacé par le vent, une bicyclette rouillée sur une clôture. Il touchait tout avec ses doigts, comme s'il voulait mémoriser le monde. Quand ils sont arrivés à la ville, Teresa l'a reçu avec un mélange de surprise et de soulagement. Alma a couru embrasser son frère, mais s'est arrêtée net en le voyant s'y changer. Matteo l'a regardé avec un sourire amer et a seulement dit « Maintenant, oui, je t'ai trouvé. » Ils s'étreignirent en silence, comme deux moitiés brisées qui enfin se rejoignaient. Personne d'autre ne pleura. Ce n'était pas nécessaire. L'air dans la pièce se remplit d'une paix fragile, comme si pour un moment, le temps leur avait concédé une trêve. Mais la réalité ne tarda pas à frapper. Matteo, tout comme Alma, n'avait pas d'enregistrement légal. Il n'y avait aucun moyen de prouver qu'ils étaient frères et sœurs, ni même qu'ils existaient.
Toute tentative de formaliser leur séjour chez Teresa était un champ de mine de bureaucratie, de soupçons, de psychologues d'État, de travailleurs sociaux qui posèrent des questions sans écouter les réponses. Il y eut des fonctionnaires qui insinuèrent que les enfants auraient pu faire partie d'une secte. D'autres suggéraient qu'ils soient envoyés dans un centre psychiatrique. La société, une fois de plus, ne savait que faire de ce qu'elle ne comprenait pas. Teresa, épuisée mais ferme, organisa une conférence de presse. Roman rassembla des preuves, des photos, des audios, le dessin avec le mot « moi », les cheveux attachés avec un fil rouge. Alma lui donna une lettre qu'elle avait écrite avec l'aide de Teresa. Elle disait « Ma maison n'avait pas de fenêtre. Maintenant j'en ai une. Mon monde n'était que mon frère. Maintenant j'ai plus de gens. Mais je ne veux pas qu'on nous sépare de nouveau. Nous voulons être ensemble. C'est tout. » La lettre devint virale. Les médias locaux, puis nationaux, commencèrent à couvrir l'affaire. Les enfants sans nom, ils les appelèrent. La famille fantôme de la montagne. Il y eut ceux qui critiquèrent Teresa et Roman, les accusant d'opportunistes. D'autres s'offrirent à aider, des avocats, des thérapeutes, des artistes, des défenseurs des droits humains. L'histoire toucha des fibres que la plupart préféraient ne pas regarder. L'abandon structurel, l'ignorance héritée, l'endogamie rurale, le mépris pour la vie invisible. Ce fut grâce à cette pression publique qu'un dossier spécial fut finalement ouvert à la Commission nationale des droits de l'homme. Une équipe forensique voyagea à San Nicolás del Monte et trouva des restes dans la maison. Des os enterrés sous le sol, des documents brûlés, des jouets cassés. Il fut confirmé qu'une famille y vécut pendant plus de 70 ans sans aucun contact formel avec l'État. Mais la découverte la plus impactante fut un cahier caché entre les poutres du toit. Il contenait des pages avec des symboles répétés, des dessins de cercles dans des cercles, des mots inventés. C'était un langage propre, développé par des générations d'isolement. Chaque symbole semblait avoir une signification émotionnelle. Il y en avait un qui apparaissait plus que les autres, une spirale croisée avec une ligne droite. Selon les experts, cela pourrait signifier famille, ou peut-être nous. L'histoire devint une cause. Une loi fut proposée pour améliorer l'état civil dans les zones rurales. Des brigades d'attention furent assignées aux communautés à risque d'isolement. Mais pour Alma et Matteo, tout cela était lointain, abstrait. Ce qui importait était qu'ils avaient maintenant des noms, des lits séparés, des brosses à dents de couleurs différentes, et une personne qui les étreignait sans peur. Un après-midi, tandis qu'ils jouaient dans le patio de la maison de Teresa, Alma demanda à son frère « Qu'est-ce que maman est en train de voir ça ?» Matteo ne répondit pas immédiatement. Il regarda le ciel orangé, puis les plantes, puis Alma. Et il dit « Peut-être oui, mais pas depuis le ciel, depuis l'intérieur, parce qu'elle est ici et ici. » Et il montra sa poitrine. Teresa les observait depuis la fenêtre. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à guérir, que les traumatismes ne s'effacent pas avec des documents ni des applaudissements. Mais elle savait aussi que, pour la première fois, ses enfants dormaient sans peur et que le silence de 80 ans avait finalement été brisé. L'histoire d'Alma et Matteo continua de résonner pendant des mois dans les médias. Certains journalistes tentèrent de les interviewer, mais Teresa fut claire dès le début. Ils ne sont pas un spectacle. Ils ne sont pas un cas. Ce sont des enfants. Et ils méritent une vie normale. Avec le temps, les projecteurs s'éteignirent. Les gens se distrayèrent avec de nouvelles nouvelles, de nouveaux scandales, de nouvelles tragédies. Mais dans une petite maison du centre d'Oaxaca, la vie continuait. Matteo commença à fréquenter une école spéciale.
Il avait du mal à s'adapter, au début. Il se sentait différent, maladroit, déplacé. Mais il trouva un maître qui ne le regardait pas avec pitié, mais avec patience. Et un jour, dans un cours d'art, il dessina quelque chose, qui laissa la salle en silence. C'était un arbre sec, avec des racines entrelacées comme des serpents. Et sur l'une des branches, 2 enfants se tenaient la main. Quand le maître lui demanda ce que cela signifiait, Matteo dit « C'est là où nous avons grandi. Mais nous ne sommes plus là. » Alma, de son côté, devint l'ombre joyeuse de Teresa. Elle aidait en tout, balayer, préparer des tortillas, arroser les plantes. Elle demandait le sens des mots qu'elle entendait à la radio, et elle aimait écouter de vieilles chansons. Chaque nuit, avant de dormir, elle demandait qu'on lui lise une histoire. Son préféré était un sur une petite fille qui s'était perdue dans la forêt, mais avait trouvé une fleur qui brillait dans l'obscurité. Alma disait que cette fleur était comme Romane. Romane poursuivit son travail dans des communautés oubliées. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un volontaire, c'était un témoin. Chaque fois qu'il frappait à une porte sur une colline reculée, il le faisait avec la certitude que derrière, il pouvait y avoir une autre Alma, un autre Matteo, une autre histoire qui méritait d'être racontée. Et, surtout, sauvée. Un après-midi, Teresa trouva les 2 frères assis en silence sous le soleil. Alma tenait le vieil ourson en peluche qu'ils avaient eux récupéré de la maison de la montagne. Matteo lui disait que peut-être cet ours était là depuis avant qu'il ne naisse, que peut-être il avait appartenu au premier enfant de leur lignée. Alma le regarda et lui demanda si cela signifiait que maintenant, ils étaient les derniers. Matteo réfléchit un instant et dit « Non, nous sommes les premiers, des nouveaux. » Ce même jour, Teresa leur remit un album de photos qu'elle avait fait imprimer. Sur la couverture, une image simple, tous les 3 souriants, avec leurs vêtements habituels, dans la cour de la maison. En l'ouvrant, Alma vit quelque chose qui la laissa sans voix. Sur la première page, au lieu d'une photographie, il y avait une feuille blanche. Et sur elle, avec de grandes lettres écrites à la main, il était dit « Ici commence notre histoire ». Personne ne dit rien pendant plusieurs minutes. Ensuite, Matteo se leva et alla chercher un crayon. Il dessina une spirale croisée avec une ligne droite, le même symbole qu'ils avaient vu dans le carnet caché de la maison. Alma le regarda, sourit et écrivit en dessous un mot qu'elle pouvait maintenant écrire seule. Nous. Cette nuit-là, Teresa alluma une bougie à la fenêtre, comme elle le faisait chaque fois qu'elle voulait se souvenir de ceux qui n'avaient simplement pas pu sortir du silence. À ceux qui étaient restés piégés dans le temps, dans la peur, dans l'ignorance. À ceux que personne n'est allé chercher. Et tandis que la flamme dansait, Alma et Matteo dormaient enlacés, sans savoir qu'ils étaient, au fond, une flamme aussi. Une qui ne s'éteint pas. L'histoire de cette famille nous oblige à regarder là où nous ne voulons pas, sans commodité. Elle nous confronte aux failles du système, à l'égoïsme du monde moderne, aux erreurs héritées que parfois nous préférons ignorer. Mais cela nous montre aussi que l'amour, la patience et la vérité peuvent ouvrir des portes qui ont été fermées pendant des générations. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si cette histoire t'a touché même pour un instant, je t'invite à t'abonner à la chaîne Mexico Prohibido. Parce que tant qu'il y aura des personnes qui écoutent, qui partagent, qui demandent, le silence ne pourra pas gagner. Ici, les histoires qui font mal ont aussi une voix. Ici, les oubliés comptent. Laisse-moi ton commentaire. Qu'as-tu ressenti en apprenant l'histoire d'Alma et Matteo ?
Que crois-tu que nous devons changer en tant que société pour que cela ne se reproduise plus? Je te lis. Et surtout, n'oublie pas que même si une famille vit comme des fantômes pendant 80 ans, il y a toujours un moyen de revenir à la lumière. Merci d'être ici.